Préparons demain, c'est votre podcast grand angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Bonjour à tous, je vous souhaite une belle rentrée et je vous embarque avec moi dans un nouvel épisode de Préparons demain. Quand on parle de patrimoine immobilier, on pense souvent à des murs, des toits et des bâtiments. Mais pour un bailleur, le patrimoine, c'est bien plus que ça. C'est une responsabilité sur plusieurs décennies envers ses locataires, son territoire et l'environnement. Alors avec près de 86 000 logements, Veolia, qui est un acteur majeur du logement social français et engagé pour un habitat durable, déploie une stratégie bas carbone ambitieuse. Chaque année, le groupe réhabilite plus de 2000 logements et construit autant de logements neufs en intégrant systématiquement performance énergétique et sobriété carbone. Alors concrètement, qu'est-ce qu'une stratégie patrimoniale ? Comment choisir entre démolition, rénovation ou construction neuve et comment concilier réglementation et contraintes budgétaires ? Eh bien, c'est au cours de cet épisode que nous verrons comment un bailleur peut transformer son patrimoine en levier de confort, d'efficacité et de durabilité. Et d'ailleurs, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Fabien Lasserre, qui est responsable pôle innovation et transition chez Veolia. Bonjour Fabien. Bonjour. Bienvenue sur Préparons demain. Aujourd'hui, on est là pour parler de stratégie patrimoniale. Donc, je vais pouvoir enchaîner avec ma première question. Alors, c'est vrai qu'on pense qu'un bailleur, finalement, c'est seulement gérer des logements. Mais vous parlez carrément de stratégie patrimoniale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, pour le groupe Veolia, une stratégie patrimoniale, c'est en effet pas uniquement gérer des logements. On possède plus de 80 000 logements sur toute la France, mais on a aussi une activité de construction, d'aménagement. On a des projets d'aménagement, de construction de nouveaux logements, et également de réhabilitation. Hein. Donc c'est pas juste gérer des loyers, des baux, etc. C'est aussi réhabiliter ces logements, des fois densifier des sites, des fois démolir pour reconstruire différemment. Donc tout ça, c'est une activité patrimoniale. En fait, il y a des logements qui sont créés en plus, d'autres qui sont démolis, d'autres qui sont transformés. D'accord. En ayant un petit peu cherché sur votre site internet, j'ai vu que vous aviez publié votre stratégie bas carbone. En quoi vous diriez que cette stratégie, elle s'aligne avec la stratégie nationale bas carbone et pourquoi, pour vous, cette cohérence, en fait, elle est importante ? Alors, pour la stratégie bas carbone, il faut remonter à peu près à l'époque du Covid, autour de 2020. Auparavant, après le premier Grenelle de l'environnement, on parlait beaucoup de stratégie énergétique. Énergétique parce que bien sûr, ça impacte directement le loyer de nos locataires, hein, leur charge énergétique, etc. Et qu'on a une responsabilité aussi dans le secteur du bâtiment au niveau de la consommation énergétique nationale. Et puis, on a vu un glissement sur tout ce qui est carbone. Donc à partir de 2020, on s'est interrogé chez Veolia, dire dépassons la stratégie énergétique et travaillons une stratégie carbone, qui est un peu différent. En même temps, il y a eu des objectifs d'émissions de gaz à effet de serre au niveau européen et au niveau français. On s'est rendu compte que auparavant, quand on parlait performance énergétique, on essayait d'aller toujours au plus fort et c'était souvent des projets un peu innovants, un peu particuliers, démonstrateurs pour montrer que c'était possible. Et à partir de 2015-2020, on s'est rendu compte qu'on arrive plutôt dans une période de transition systématique. C'est pour ça qu'on a décidé de faire une stratégie carbone qui soit pas meilleure qu'une stratégie européenne ou française, puisque ces stratégies disent qu'on va avoir une société qui va être zéro carbone, donc je vois pas trop ce qu'on peut faire de mieux que du zéro carbone. Donc on a décidé plutôt de s'inscrire, qui est déjà un très grand challenge. Et comme ça permet aussi de mieux échanger avec les différents acteurs français et européens, puisque tout le monde est un peu au même niveau. Jusqu'en 2050, quel cheminement on va avoir, mais pour arriver au même résultat, tous ensemble, hein, en France et en Europe, d'une société à neutralité carbone. Et alors justement, quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés justement en traduisant cette stratégie en actions concrètes sur le terrain ? Alors les défis sont multiples. On peut dire que déjà il y a un défi financier, hein, parce qu'il va falloir réhabiliter à peu près 70% de notre parc très très rapidement à un niveau de performance en DPE A ou B. Donc c'est un vrai challenge pour Veolia, pour la France et pour l'Europe, parce que tout le monde est à peu près au même niveau. C'est pour vous dire, c'est un peu le même effort que la reconstruction en Europe après la Seconde Guerre mondiale.
C'est le même effort, mais sur le bâti existant. Donc ça veut dire qu'il va falloir mobiliser de l'argent, beaucoup d'argent. Il va falloir mobiliser des savoirs, il va falloir mobiliser des gens. Donc tout ça, c'est un défi à la fois financier, un défi humain et un défi en termes de performance aussi. Parce que faire des bâtiments qui ont des étiquettes énergétiques A ou B, ça veut dire faire des bâtiments qui sont extrêmement performants. On parle de bâtiments qu'on ne chauffe quasiment plus. Moi, je suis ingénieur de formation. Dans mes études, on m'a toujours appris à faire des calculs sur comment chauffer un bâtiment. Donc, il faut que toute la filière du bâtiment, en France et en Europe, s'habitue à faire des bâtiments extrêmement performants. C'est-à-dire qu'on les fait plus de la même façon, la qualité de mise en œuvre est bien meilleure et l'exploitation est bien meilleure. Donc, c'est toute la chaîne qui est importante par rapport à ça. Donc, des challenges financiers, bien évidemment, comment mobiliser de l'argent pour arriver à tout ça, humain et en changement de compétences aussi par rapport à l'ensemble de la filière. Alors justement, comment on choisit? Comment on choisit de réhabiliter, plutôt démolir ou construire finalement un bâtiment? Quels sont vos critères de décision et surtout justement le financement, où on le trouve et comment? Alors quand on a des logements, en fait, quand on doit arbitrer sur différents logements de savoir ce que l'on fait, on est toujours adossé à un plan stratégique du patrimoine, c'est-à-dire qui recense l'ensemble de nos logements et on a différents critères. On a des critères techniques, donc dans le critère technique, on a la vieillesse, l'obsolescence des composants, la charpente, de la toiture, des murs, etc. On a aussi dans ces critères techniques la performance énergétique. J'ai parlé tout à l'heure des diagnostics de performance énergétique, donc c'est un point important. Et puis, on a aussi des critères financiers, parce qu'on a des prêts qui sont adossés sur 25 ans, 30 ans, 40 ans. Est-ce qu'on a fini de rembourser ces prêts? Est-ce que pour remettre des prêts sur les logements, ils doivent être réhabilités? Ou si on les démolit, est-ce qu'on va pas détruire de l'argent parce que les prêts sont pas encore remboursés? Et puis, le dernier critère, c'est un critère social et commercial. Quel est le type de profil de personnes qui sont dans ces logements? Est-ce que c'est plutôt des personnes âgées qui auront du mal à supporter des déménagements? On ne trouvera pas forcément d'autres logements. Des personnes qui ont très peu d'argent, donc c'est très social, qu'on ne pourra pas reloger ailleurs, qui sont très ancrées territorialement, ou c'est des personnes justement qui veulent plutôt partir et donc ce sera plus facile, etc. Donc ces différents critères, à la fois techniques, économiques et on va dire d'occupation, eh bien ça permet de définir ce qu'on va faire au niveau des bâtiments. Est-ce qu'on va les démolir? Est-ce qu'on va les réhabiliter? Est-ce qu'on va densifier au contraire sur un terrain qui est apte pour cela? Ce qu'on préfère faire quand même, c'est réhabiliter au maximum et éviter les démolitions. On préfère faire avec parce qu'on a quand même toute une quantité de béton et de briques qui ont été créées. Tout ça, c'est du carbone aussi. Donc, on va pas faire des efforts pour essayer d'atteindre une neutralité carbone en essayant de recouler du béton, etc. Donc, c'est essayer de faire avec. On essaye aussi de pas perturber les gens qui ont leur vie. C'est important. L'habitat, c'est des vies de personnes, des familles, des gens qui sont là depuis plusieurs décennies, dans des voisinages, des environnements. Donc c'est un vrai traumatisme qu'on les fait partir, on démolit leur logement. Imaginez-vous si je démolis votre maison, la maison de vos parents. C'est quand même un vrai traumatisme. Donc on essaye au maximum de réhabiliter. Parfois, on est obligé de démolir aussi pour refaire quelque chose de différent. On participe aussi au développement territorial. Des fois, c'est des morceaux de ville qu'on réaménage. Donc il faut transformer la physionomie, il faut refaire passer des routes ailleurs, etc. Et tout ça. S'adapter au changement climatique aussi. Des fois, il y a des bâtiments qui seront démolis parce qu'ils sont inadaptables aux inondations, à ce genre de choses, au mouvement de sol. Donc voilà comment on définit un peu le devenir de nos bâtiments. Alors justement, il faut les financer, ces travaux. On entend souvent parler de freins au déploiement d'une stratégie immobilière ambitieuse et innovante. Et du coup, j'ai l'impression qu'il existe beaucoup de solutions. Mais en même temps, peut-être trop. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer justement pour faciliter cette utilisation? Alors en effet, comme j'ai dit précédemment, le financement, c'est un enjeu majeur. Parce que le challenge est énorme, tout ce qu'on doit rénover. J'ai même pas parlé de tous les logements qu'on doit construire. On est bien au courant de la crise du logement en France actuellement et partout en Europe. Donc c'est un vrai challenge financier. C'est vrai que les outils financiers évoluent énormément, se perfectionnent. Chez Vilogia, donc on a des crédits privés auprès de banques privées sur le marché privé. On a aussi des crédits auprès des banques nationales, comme la Banque des Territoires. On a aussi un peu de subventions de la part des collectivités, donc de moins en moins. On connaît le contexte également. Et puis on a aussi les certificats d'économie d'énergie
qui sont un mécanisme assez intéressant, qui sont pas utilisés dans beaucoup de pays européens, mais qui fonctionnent bien en France et qui permettent justement de faire ce transfert entre on va dire les utilisateurs d'énergie, les émetteurs d'énergie, les émetteurs de CO2, d'argent vers justement ceux qui limitent les consommations d'énergie. Et c'est un moyen qui est assez important. Je pense qu'en effet, on pourrait avoir une cartographie un peu plus claire et surtout une stabilité au niveau des financements. Une stabilité au niveau des prêts, parce que les prêts peuvent fluctuer, les montages peuvent fluctuer, etc. Une stabilité aussi au niveau des certificats d'économie d'énergie, parce que souvent il y a beaucoup de fiches différentes, il y en a qui disparaissent, qui disparaissent trop rapidement des fois, hein, sur des campagnes de changement de menuiserie, de performance énergétique, etc. Il y a des fiches qu'on voudrait bien avoir à réapparaître. Donc un peu de stabilité, pas d'immobilisme, parce qu'il faut adapter les mécanismes de financement, ça c'est important, mais sortir une opération immobilière dans le neuf, c'est 7 ans. Sortir une opération de réhabilitation, c'est 4 ans, une opération d'aménagement, c'est 10 ans. Donc changer tous les 2 ans les modes de financement ou les fiches de certificats d'énergie ou les conditions d'allocation d'aide, ça va pas. Il faudrait une stabilité autour de 4-5 ans, et ça serait pas mal. Voilà, donc une bonne cartographie et un peu de stabilité sur plusieurs années qui correspondent à un temps de réalisation des opérations immobilières, que ce soit de l'aménagement, du neuf ou de la réhabilitation. Alors, vous avez du coup évoqué les certificats d'économie d'énergie, donc on va s'y arrêter juste un tout petit instant. C'est vrai que j'aime bien demander aux invités d'illustrer leurs propos avec un exemple. Est-ce que vous auriez peut-être un exemple à nous proposer où vous avez justement mobilisé ce dispositif et nous dire un petit peu ce qu'il a apporté à votre projet? Alors oui, j'ai un exemple en tête qui est assez éloquent, illustratif. On avait lancé des opérations de rénovation hors site à énergie zéro. C'était une méthode qui venait des Pays-Bas, qui s'appelle Energiesprong. On doit être le bailleur à avoir fait le plus de logements. On a fait plus de 500 logements comme cela. Donc c'est un vrai challenge. C'est un changement total de façon de penser. Enfin, vous vous rendez compte, faire rénover des maisons qui vont consommer autant d'énergie que leur production annuellement. Et on va faire baisser la facture d'énergie des locataires de 75%. C'est-à-dire qu'on est plus que A, on est A++, on est même au-dessus. Oui, c'est énorme. Voilà, donc c'est énorme. Mais des changements d'habitude aussi importants, ça génère des coûts tout le temps. Tout ce qui est innovation, ça génère des coûts. Et le problème, c'est qu'on n'a pas eu de subvention supplémentaire de la part de l'État ou de la part de la région. C'était une opération qui était à côté de Lille, dans la ville de Wattrelos. Et on a réussi à sortir cette opération d'envergure qui est visitée très régulièrement par tous nos partenaires européens, de 160 maisons donc qui sont à énergie zéro, qui ont été rénovées en moyenne en 1 mois par maison, grâce au certificat d'économie d'énergie. Parce que justement, l'État a sorti une fiche spéciale avec ses garanties de performance et qui décrivait en fait l'atteinte de cet objectif énergétique. Et donc, ça a permis de financer à peu près 20% de l'opération et donc justement d'absorber ce surcoût. Sinon, on l'aurait pas fait. Donc, grâce au certificat d'économie d'énergie, on a pu faire cette opération. Malheureusement, je crois que c'est des fiches qui ont disparu après. Donc, c'est justement, je reviens à cette stabilité où c'est intéressant. C'est pas juste une fois, mais parfois, il faut laisser plusieurs années ces fiches pour que l'ensemble de la filière puisse s'habituer et ça permet de soutenir dans la longueur. Merci beaucoup pour cet exemple. Mais au-delà justement de ces grandes opérations, parce que c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, on parle de démolition, on parle de reconstruction. D'après vous, c'est quoi les actions qui seraient un peu plus simples, mais qui seraient tout aussi efficaces à mettre en place pour réduire un petit peu l'empreinte carbone de votre parc ? Alors, sur l'empreinte carbone du parc, en effet, on a une action sur la consommation, c'est ce que vous avez dit, sur l'isolation du bâtiment, reconstruire un neuf, etc. Dans la construction, on a aussi les matériaux. Hein. Si on construit avec du bois, ça va émettre moins que du béton. Alors, il faut utiliser du béton bas carbone. Et après, on a aussi tout ce qui est aide au comportement du locataire. Il y a la température à l'intérieur. On a tendance à dire qu'un degré, c'est 7% d'économie d'énergie, 1 degré en moins. Ça peut même être encore plus sur des bâtiments qui sont très bien isolés, hein, ça peut aller jusqu'à 15-20%. Et donc, il y a tout un accompagnement qu'on essaye d'avoir. On a des lettres à nos locataires, ils ont des portails d'information. On a vu toute la campagne de sobriété énergétique qui a eu lieu en France après la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ça a permis de faire baisser de près de 15%
la consommation nationale. Donc ça veut dire que au-delà de la construction des matériaux, de l'isolation, on a aussi le comportement qui est un gisement quand même important et qu'il faut pérenniser, de savoir comment on s'habitue, etc. Ça c'est valable sur le chauffage, mais c'est de plus en plus valable aussi sur tout ce qui est adaptation au changement climatique et canicule. C'est-à-dire que dans le sud de la France, on voit de plus en plus de climatisation qui arrive, même à Paris, rue de Rivoli, la dernière fois, j'ai vu sur des bâtiments haussmanniens des systèmes de clim qui arrivaient. Peut-être qu'on ne pourra pas se passer de la clim sur des climats méditerranéens, mais en tout cas, il faudra apprendre à comment utiliser une climatisation. Est-ce qu'on va l'utiliser comme aux États-Unis à 21 degrés, parce que culturellement c'est le ressenti, ou est-ce qu'on va dire, je peux mettre la climatisation uniquement autour de 28 degrés et avant je vais utiliser mon ventilateur et je vais fermer les volets, etc., etc. Donc c'est un comportement qui est important pour baisser les émissions de carbone à la fois sur l'hiver, le chauffage, et on a vu que ça marchait. Il faut continuer, mais maintenant il faut aussi travailler sur ce comportement sur l'été, parce que l'été va générer aussi des émissions de CO2. Et alors justement, comment vous les mesurez, ces actions? Comment vous mesurez leur impact et comment vous assurez du coup leur suivi? Alors donc, ce qu'on a développé chez Veolia, on a essayé différentes choses. On a essayé déjà un suivi de consommation individuelle. On va avoir sur les consommations de chauffage, en tout cas, parce qu'on n'a pas regardé encore, on n'a pas généralisé, on n'a pas de système de climatisation encore, donc on ne peut pas suivre ces consommations. J'espère qu'on aura le moins possible. Sur le chauffage, on a deux cas. On a soit des générateurs de chauffage individuels, des chaudières individuelles, des pompes à chaleur individuelles, etc. Dans ces cas-là, on essaye d'agréger des données via les fournisseurs d'énergie pour avoir des consommations moyennes, etc. et tout ça. Donc on peut informer peut-être sur des résidences, voilà, sur les consommations. Mais c'est un peu compliqué parce que c'est des données qui sont individuelles, donc on peut pas aller chercher les données individuelles des personnes. Donc c'est plutôt des informations générales que l'on fournit. Après, on a du chauffage collectif. C'est plus facile parce que c'est nous qui gérons directement le contrat pour 150 logements, par exemple. Et là, on a mis en place depuis une dizaine d'années des contrats à intéressement. C'est-à-dire que on fixe par exemple un objectif de chauffage à 19 degrés ou 20 degrés. Et on dit à l'exploitant, écoutez, si vous arrivez à maintenir ça ou à faire des économies, on se partage les économies qui ont été faites sur les énergies. Le but du jeu aussi, c'est qu'on a mis un minimum. C'est pas qu'ils arrêtent qu'on fait un chauffage à 16 degrés. Il faut qu'il y ait un confort. Mais donc, ces contrats d'intéressement, ça intéresse justement l'exploitant et ça permet de le motiver et d'utiliser tous les leviers de régulation parce que dans une chaufferie, on peut régler la température au niveau de l'approvisionnement en gaz ou en bois. On peut aussi régler l'équilibrage au niveau des réseaux, etc. Il y a plein de leviers. Donc, on leur laisse la latitude avec ces contrats sur intéressement. Eh bien, merci beaucoup pour cette réponse. Alors Fabien, j'arrive à la fin de mon podcast. Il me reste seulement une question. Comment vous voyez l'évolution du parc immobilier de Veolia dans les 10 prochaines années? Alors, c'est une vaste question de se projeter à 10 ans. C'est une belle question. 10 ans, en définitive, ce que je disais, c'est pas forcément très long dans un contexte immobilier, sur des opérations à 4, 7 ans ou 10 ans. Alors j'ai un peu hésité, 10 ans, un peu plus. Je savais pas trop. Père des cas dans le futur, et c'est vous qui me dites pour les années. On peut commencer à 25 ans. À 25 ans, de toute façon, il y aura notre patrimoine qui sera très majoritairement en étiquette A et B. On arrivera à une structure d'entreprise qui participera à la neutralité carbone, ce qui est un challenge énorme. Ça veut dire que on sera passé d'utilisation de gaz sur nos 85 000 logements, je pense qu'on aura bien plus de 120 000 ou 130 000 logements à cette époque-là, qui est à plus de 80% au gaz, à moins de 30%. On aura majoritairement des énergies renouvelables et surtout, on aura un patrimoine qui sera aussi complètement adapté. C'est-à-dire que quand on entendra aux informations qu'il y a des inondations, qu'il va pleuvoir beaucoup, que les étés sont à 45 degrés, en fait, on n'aura pas tellement peur pour nos locataires parce qu'on sait que nos bâtiments seront adaptés pour les épisodes d'inondation ou pour épisodes de forte chaleur. Donc, oui, on va dire qu'à 10 ans, j'espère qu'on va être sur les rails sur, à terme, une participation à la neutralité carbone et une confiance dans l'avenir et une confiance dans l'habitat, et comment on va habiter, et à 25 ans, que tout ça soit vraiment réalisé.
Je vous donne rendez-vous dans 25 ans alors. Merci. Merci beaucoup Fabien. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre podcast et grâce à Fabien, nous avons pu constater que la stratégie patrimoniale d'un bailleur social va bien au-delà de la simple gestion immobilière. C'est un véritable levier pour améliorer le confort des locataires, réduire l'empreinte carbone et préparer l'avenir du parc immobilier. Et avec Vilogia, chaque décision, qu'il s'agisse de réhabilitation, de construction ou de rénovation énergétique, s'inscrit dans une logique de long terme, cohérente évidemment avec les enjeux climatiques et les attentes des territoires. Et comme nous l'avons souligné, ces travaux peuvent parfois représenter des investissements conséquents, mais grâce à des dispositifs comme les certificats d'économie d'énergie, vous pouvez réduire significativement le coût de vos projets, alors pensez-y. Et ce que je peux vous conseiller d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur les C2E, c'est de commencer par écouter notre épisode dédié dont je vous mets le lien en description. Et surtout, profitez-en pour rencontrer nos équipes sur notre stand A30 Hall 4 à H-Expo qui se déroulera à Paris Expo Porte de Versailles du 23 au 25 septembre prochain. Et si vous n'avez pas encore votre invitation et que vous souhaitez en avoir une, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse servicemarketing@certinergie-ng.com. Merci à vous d'avoir été avec nous pour cet épisode de rentrée et je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter un autre de nos podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain.